En 1515, François Ier succède à Louis XII sur le trône de France. En Italie, il reconquiert le Milanais et ses rêves de gloire sont exaucés à Marignan. Héritier de l'esprit chevaleresque du Moyen-Âge, François Ier est aussi un monarque de la Renaissance qui a reçu une formation humaniste. Passionné d'architecture, il rentre d'Italie profondément influencé par ce qu'il a découvert. Comme tous les princes de son temps, François Ier aime la chasse qu'il pratique au cœur de la Sologne, dans un paysage de marais, de friches et de bois où le gibier abonde. C'est ici, sur les rives du Causson, à l'emplacement de l'ancien château des comtes de Blois, qu'il décide de faire bâtir, selon ses propres termes, un bel et somptueux édifice au lieu et place de Chambord. Le 6 septembre 1519, le roi, alors âgé de 24 ans, ordonne le début des travaux. Plusieurs équipes travaillent en parallèle, canton par canton, c'est-à-dire quart par quart, à la construction du donjon, seul bâtiment initialement prévu. À peine commencé, le chantier est interrompu par la reprise des guerres en Italie, au cours desquelles François Ier est fait prisonnier par l'empereur Charles Quint. 2 ans plus tard, au retour du roi, les travaux reprennent de plus belle, avec l'intention d'agrandir le projet d'origine. En 1539, 20 ans après le début du chantier, le donjon est achevé. On poursuit alors la construction des ailes et de l'enceinte. Le logis royal ne sera terminé que pour le dernier séjour de François Ier à Chambord, en 1545. Accompagné de plusieurs milliers de courtisans, François Ier gouverne en parcourant continuellement son royaume. Il se rendra seulement 18 fois à Chambord, avec une cour réduite qu'il nomme sa petite bande. Ces séjours sont de très courte durée, 4 jours en moyenne, alors que le palais est toujours en chantier. Le roi vient chasser dans le vaste parc qu'il n'a de cesse de constituer et qu'il fait progressivement clore d'un mur. Mais Chambord ne se résume pas à un simple pavillon de chasse. Il est avant tout le symbole du pouvoir de François Ier. Il le montre à ceux qu'il décide d'éblouir, courtisans, ambassadeurs ou souverains étrangers comme Charles Quint, son éternel rival. Aménagé pour l'arrivée du roi, Chambord est laissé vide de meubles au départ de la cour. À la mort de François Ier, Henri II continue l'œuvre de son père. Il poursuit l'élévation du mur d'enceinte du parc et la construction de l'aile de la chapelle est achevée. Sa mort en 1559, puis les guerres de religion de la fin du XVIe siècle, entraînent l'arrêt des travaux. Prétendant au trône de France, Gaston d'Orléans intrigue sans succès contre son frère le roi Louis XIII. Ce dernier le contraint à résider dans le comté de Blois. Gaston d'Orléans redécouvre alors Chambord qu'il avait visité enfant. En 1639, plus d'1 siècle après le début de sa construction, Chambord, toujours inachevé, menace de ruine. Gaston d'Orléans se prend de passion pour ce château abandonné au milieu des bois. Il donne l'ordre de le restaurer en restant fidèle au projet de François Ier. Il fait reprendre les voûtes du second étage, les terrasses et la lanterne à fleurs de lys. Ses soins vont aussi au domaine. Il entreprend l'assainissement du site et donne au parc ses dimensions actuelles en achevant les 32 km de murs commencés par François Ier. Gaston d'Orléans installe ses appartements dans l'aile royale en cloisonnant la grande salle. Il y séjourne à plusieurs reprises jusqu'à sa mort en 1660. En 1643, Louis XIV succède à son père Louis XIII. 16 ans plus tard, le roi Soleil découvre Chambord en rendant visite à son oncle Gaston d'Orléans. Fasciné par le symbole du pouvoir royal que représente ce château, il le fait remettre en état par l'architecte Jules Hardouin-Mansart. À partir de 1680, débutent de grands travaux. L'aile ouest et la chapelle sont pourvues de toitures. La partie basse de l'enceinte est remaniée,
est surmontée d'une mansarde. Plusieurs projets de jardins sont préparés et la construction des écuries est entreprise. Le roi Soleil, monarque absolu, se fait aménager une suite royale au premier étage du donjon, au cœur de l'édifice. En modifiant son plan initial, il impose ainsi à Chambord la rigueur d'un aménagement de l'espace conforme à l'étiquette. Salle des gardes, antichambre, chambres se succèdent pour former des appartements de parade. De 1660 à 1685, Louis XIV ne vient que 8 fois à Chambord pour des séjours de 3 semaines en moyenne. Fidèle à la vocation du lieu, le roi Soleil poursuit l'aménagement du domaine, chasse et confie à Molière et Lully l'organisation de grands divertissements. Versailles devenue résidence officielle du roi, le voyage à Chambord passe de mode. En 1725, après le mariage de sa fille avec Louis XV, Stanislas Leszczynski, roi de Pologne en exil, reçoit Chambord en cadeau. Ce sera sa résidence principale pendant 8 ans. Pour en faire un lieu de vie convenable, les travaux d'assainissement des marais environnants sont poursuivis. Et pour la première fois, le château reçoit un mobilier complet. Mais en dépit de tous ces efforts, Chambord reste infesté de moustiques l'été et demeure glacial l'hiver. Devenu duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski quitte finalement Chambord sans regret pour rejoindre sa ville de Nancy. En 1745, en récompense de ses victoires militaires, le maréchal de Saxe obtient du roi Louis XV le titre de gouverneur à vie de Chambord. Comme ses prédécesseurs, Maurice de Saxe se passionne pour les chevaux et la chasse. Il ordonne l'achèvement des écuries et fait percer dans le parc de nouvelles allées pour suivre le gibier. Le maréchal fait élargir le canal pour faciliter l'écoulement du Cosson et achève la création des grands jardins à la française commencés par Louis XIV. Maurice de Saxe améliore aussi le confort de sa nouvelle résidence en installant boiseries, parquets, faux plafonds et poêles en faïence. De tempérament fougueux, le maréchal, entouré de ses régiments de cavalerie, organise durant 2 ans une vie princière et fantasque. Il meurt à Chambord en 1750. Durant la Révolution, le château est menacé de démolition. Son mobilier est vendu aux enchères et, faute d'entretien, Chambord se dégrade rapidement. Henri, duc de Bordeaux, petit-fils du roi Charles X, est l'héritier légitime du trône de France. Pour célébrer sa naissance, Chambord lui est offert en 1821 grâce à une souscription lancée par ses partisans. Tenu toute sa vie éloigné du pouvoir, c'est en exil qu'il prend le titre de comte de Chambord. En 1840, le château et le parc sont inscrits sur la première liste des monuments historiques. 10 ans plus tard, le comte de Chambord, toujours en exil, fait engager les plus importants travaux de restauration depuis Louis XIV. Son intention n'est pas d'habiter Chambord, mais de lui restituer sa splendeur et de faire de ce symbole de la monarchie un monument ouvert à la visite. À la mort du comte, en 1883, ses neveux héritent du domaine. Ils poursuivent son œuvre jusqu'à l'acquisition de Chambord par l'État en 1930.